En Afrique du Sud, il y a eu une terrible sécheresse. Pendant des mois, la terre n'a pas reçu une goutte d'eau. Et l'économie de l'Afrique du Sud allait de moins en moins péricliter. Et un jour, il faut savoir que les hippopotames restent toujours au même endroit. Sauf, là, il y a eu une exception. Une divinité est apparue. C'était un hippopotame qui pouvait peser 3 tonnes. Et là où il passait, la pluie, c'était des pluies diluviennes qui faisaient rafraîchir la terre et donnaient un fortifiant à la terre. Et partout où cet hippopotame passait, c'était l'eau qui commençait à faire son effet. Les nuages étaient vraiment à avoir une telle aubaine pour leur survie. Et voilà que les autochtones, quand cet hippopotame passait, on leur donnait des cajots, de légumes et de fruits. Et ils s'en rassasiaient. Cet hippopotame a fait 1500 km durant toute la région de l'Afrique du Sud. Et les autochtones disaient que c'était vraiment le dieu de la pluie. Voilà. Et quand il est mort, toute la région, tout le département d'Afrique du Sud ont signé, disons, un deuil national. Dans cette histoire, il faut se rappeler des chevaux en Allemagne. C'était des chevaux savants. Ils avaient une très grande particularité. Ils pouvaient extraire la racine carrée sans jamais se tromper. Et en plus de ça, quand ils tapaient du sabot droit, c'était les dizaines. Et du sabot gauche, c'était les unités. Et Guillaume II avait été très impressionné par ces chevaux savants. D'où est-ce qu'ils avaient appris toutes ces choses? Et il fit une communauté d'enquête de savants et de mathématiciens. Il y a eu aussi un excellent écrivain, Machtlerling. Et il pensait qu'il y avait une entité télépathique. Et c'est pour cette raison que les soigneurs de ces chevaux avaient été évincés parce qu'ils pensaient que c'était une télépathie organisée. Mais très vite, cette entité a été élaborée d'une manière de négation. Voilà. Autrefois, les corbeaux étaient, disons, par Apollon, parce qu'ils avaient des dons prophétiques. Ils avaient aussi un langage articulé à leur mesure. Et pendant des siècles et des décennies, les corbeaux ont joui d'une notoriété prophétique. Bon. Et on peut citer un empereur, Frédéric Barberousse. Frédéric Barberousse, il était toujours entouré de corbeaux. Et les corbeaux, quand Frédéric Barberousse faisait ses combats,
ces corbeaux ne le quittaient jamais au plus fort du combat. Et un jour, il fit une chute de cheval dans la rivière de Silésie. Et il en mourut. Disons, ces preux n'ont pas été surpris de cette mort soudaine, parce que les corbeaux avaient fui l'empereur 3 jours avant l'accident. L'âne de Louis XI. Louis XI aimait la chasse, et son astrologue avait dit « Oh, vous allez avoir une journée extraordinaire, de beau temps ». Alors le roi Louis XI prit son cheval et il galopait, mais il perdait son chemin. Et il avait demandé à un paysan, aidé de son âne, quel chemin qu'il fallait qu'il prenne, parce qu'il avait perdu ses veneurs. Alors voilà, mais hâtez-vous, grand-père, parce qu'il va pleuvoir. Alors le roi ne s'était pas fait connaître, parce qu'il était habillé simplement. Il dit, mais qui c'est qui te dit ça? Eh bien, c'est mon compagnon, c'est mon âne qui dit ça, il ne se trompe jamais. Bon, comment tu t'appelles? Je m'appelle Bruno. On aura l'occasion de se revoir. Oh, pourquoi pas? Mais enfin, bref, c'était de passage, c'était un accident. Bon. Alors voilà, avec ses veneurs, il va à la chasse. Et une pluie diluvienne est descendue du ciel. Et alors là, il a pris mal le bon roi. Il s'est dit, mais comment que ça se fait, hein? Le paysan avait dit la vérité. Alors il fit venir son astrologue, il dit, je vous congédie, hein, j'ai gardé le lit pendant X temps, bon, vos pouvoirs ne sont pas à hauteur. Et alors voilà, bon, et il prit pour savoir s'il y aurait du beau temps ou pas, il prit le paysan et l'âne. Et tellement qu'il était heureux et content, eh bien, ça a été son directeur de savoir s'il allait faire beau ou pas. Une histoire véridique qui s'est passée aux États-Unis d'Amérique. Il y avait une dame de haute naissance qui était stationnée sur la côte atlantique. Et puis, pour une chose qui lui appartenait, il dit, bon, je voudrais partir et je donne mon chat, vous qui êtes mon ami. Bon, alors le chat a été admis à faire quelque chose de bien avec cette brave dame. Pendant X temps, tout se passait très bien, et un jour, le chat disparut. Alors, comment que ça se fait qu'il a disparu? Vous ne l'avez pas bien nourri et autres. 18 mois après, dans la grande partie des États-Unis côté Pacifique, il y avait une petite chaumière et le chat avait trépigné, il avait miaulé et la maîtresse, mais qu'est-ce qui se passe? Elle l'ouvre, c'était son chat. Il avait fait des milliers de kilomètres pour la retrouver. Et alors, mais est-ce que vous en êtes sûr? Eh bien oui, j'en suis sûr, parce que sur sa patte, il y avait une lésion bien à lui. Et alors, ça a fait
le tour des États-Unis d'Amérique, c'est passé à la télévision, à la radio. Vraiment, c'était un exploit tout à fait extraordinaire. Comment que ça se fait qu'un chat qui ne parle pas, qui n'a pas la télévision ni la radio, hein, ait fait des milliers de kilomètres, hein, avec une preuve, disons une trace sur les... Seule sa maîtresse savait où elle était cette trace. Et alors là, il a été choyé durant toute son existence. Et la maîtresse ne s'en est remis jamais à se défaire et de le donner à qui que ce soit. Baron, c'était le chien attitré de Victor Hugo. Et il ne pouvait jamais s'en défaire parce qu'il était jaloux. C'est une chienne. Alors, le marquis, qui était un ami de Victor Hugo, dit « Je vais aller en poste à Moscou comme ambassadeur ». Et Victor Hugo, il dit « Prends le chien ». Bon, le marquis accepta. Et, grand voyage, il partit à Moscou pour faire son travail. Voilà. Bon, Victor Hugo téléphonait au marquis. Alors, baron, ça va? Impeccable, impeccable, il est très bien. Bon. Et un jour, baron a disparu. Alors là, ça n'a plus été la même chose. Tous les faubourgs de Moscou ont été fouillés de fond en comble et les forêts envoisinantes. Impossible de retrouver baron. Bon, il était perdu. Et un jour, la cuisinière de Victor Hugo entend de faire, disons, à la porte des grincements. Il aboyait un petit peu, ici et ça, et excédé, la cuisinière de Victor Hugo ouvra la porte. C'était baron, il était maigre comme un clou et il était efflanqué. Comment, de Moscou, de l'ambassade de Moscou, hein, il avait pris le chemin de Paris à ses risques et périls. Parce que la Russie, elle est immense. La Russie, c'est 4 millions de kilomètres carrés pour la Russie d'Europe. Et pour traverser les pays forestiers, il y avait tous les dangers. Et ces dangers-là, c'était l'ours, le loup, le lynx, et sans compter même les chasseurs. Hein. Et voilà, baron avait fait des milliers de kilomètres pour revoir Victor Hugo. C'était son maître. Saint François d'Assise, il aimait beaucoup les animaux. Et les animaux lui donnaient l'appareil. Et alors, plusieurs fois, Saint François d'Assise était toujours ennuyé parce que tous les oiseaux venaient le voir. Et alors, quand il faisait les conférences en public, il disait « Taisez-vous, laissez-moi faire les conférences. Après, on verra. Si vous voulez piailler, aucun problème. J'accepte. Mais laissez-moi faire les conférences parce qu'il y a des gens qui veulent avoir des preuves de l'au-delà. » Bon, alors les oiseaux se taisaient. Et quand tout était fini, eh bien, les oiseaux piaillaient. Voilà. Et il y a eu aussi Saint-Antoine de Padoue. Saint-Antoine de Padoue, lui, c'était pas les oiseaux, c'était les poissons. Et il faisait des conférences
aux poissons. Alors les poissons de l'eau y venaient et ils se mettaient par ordre de grandeur. Et non seulement ils se sentaient chez eux, mais il y avait une délicatesse de Saint-Antoine de Padoue, parce que franchement, les poissons lui témoignaient une affection extraordinaire. C'était l'âme qui parlait, c'était pas la raison. L'histoire des halles est une histoire assez extraordinaire. Le gouvernement avait décidé de changer les halles à Senlis. C'est à Senlis que les victuailles des gens de la ville seraient à Senlis et non dans les halles. Alors bon, voilà que le déménagement se fait, mais enfin une crainte quand même. Des millions de rats sont partis par les égouts et puis par les transports en commun. Bon, alors là, ça devenait inquiétant. Et quand le déménagement a été élaboré, on voulait tuer les rats qui étaient, disons, aux halles. Mais malheureusement, il n'y avait plus de rats aux halles. Et ils étaient partis où? Eh bien, ils attendaient à Senlis les victuailles par tonnes pour les manger. Alors là, ça a été il y a eu une comment on appelle ça? La télévision, la radio, ils en ont parlé. Mais alors, vraiment, les gens étaient en perte de vitesse, tellement que ça dépassait l'imagination. Voilà. Et alors là, il y a eu quelques rats également aux halles, mais c'était rien du tout à côté de ce que ça avait été. Parce qu'à Senlis, c'était par millions. Voilà. Et par millions, et la boustifaille et les victuailles, c'était les rats qui les attendaient de pied ferme. Alors là, hein. Alors il y avait des rats pour les noisettes, pour les noix, pour les comment on appelle ça, pour les végétaux durs en haut. Et ils se sont régalés, quoi. Et puis voilà. Et puis là maintenant, ils ont pris leur patrie à Senlis. Le canard de Fribourg, c'est dans le parc municipal de Fribourg. Et on est frappé de voir une statue d'un canard. Les gens se demandaient, mais qu'est-ce que c'est une statue de canard? En réalité, en 1944, c'était un canard qui avait des prémonitions. Il sentait qu'il allait y avoir, par exemple, des bombardements. Et alors, évidemment, et un jour, il y a eu une chose il s'est fâché, il a crié, il cacanait, il a sauté de la basse-cour qui le retenait. Et les gens, quand ils ont vu ça, ils se sont mis à courir derrière le canard. Oh, on se demandait, mais ils sont fous. Eh bien, ils ont couru à perdre haleine. Et les gens qui étaient restés à Fribourg, les gens sont devenus fous. Et une demi-heure après, il y a eu un déluge de feu qui a détruit 30 000 personnes. Et en reconnaissance, les gens dont la vie a été sauve, ça a été grâce au canard. Et il y a eu une reconnaissance de toute la population qui a été idem. Voilà. Le chat de Churchill,
mérite d'être cité. Parce que Churchill a été quand même le défenseur de l'Angleterre. Et vers la fin de sa vie, il était malade. Et il avait un chat qui ne le quittait jamais. Il dormait avec son chat dans le lit. Bon. Et les médecins avaient dit cette honorable médecine et autres, le chef de l'État, Churchill, est hors de danger. Et un jour, le chat bondit du lit et il commence à miauler à poumons fermés. Et il partit dans les appartements de Victor Hugo. Et le jour après, Churchill mourait. Voilà. C'est-à-dire que le chat avait eu une intuition, il avait perçu dans l'âme de Churchill qu'il ne survivrait pas malgré le pronostic des médecins qui se voulaient rassurants. Je me rappelle, tout jeune, le journal était acheté. Et on regardait les informations. Et une chose qui m'a toujours frappé, c'est qu'il y avait un patron qui avait un chien. Et le patron, malheureusement, était arrivé en fin de vie, il est décédé. Alors bon, sur le coup, il fallait faire les papiers, tout ce qui s'ensuit, mais les gens ne s'en étaient pas inquiétés. Et non seulement ils ne s'en étaient pas inquiétés, et puis voilà qu'il fallait le mettre dans la caisse, dans la bière, quoi. Enfin bref, pour le mettre dans le cercueil. Et au moment où il fallait le mettre dans le cercueil, le chien refusait de partir. Il a impossible de le faire décamper. Il a fallu le porter et de le transporter au-delà. Et le chien s'est laissé mourir. C'était sur le journal. Voilà. Et il y a eu aussi une chienne qui était aveugle. Et son vieux maître a perdu la vie. Et la chienne s'est mise à pleurer et vraiment à gémir. Voilà que la chienne se retrouvait tout seule. Elle était, disons, abandonnée, si vous aimez mieux. Et elle n'a pas pu supporter ce lourd fardeau moral. Elle s'est jetée par la fenêtre du 3e étage et elle est morte instantanément. J'ai en mémoire une personne que je connais très bien. Bon, les 3/4 du temps, elle n'est pas dans sa propriété. Bon. Et le chat se disperse dans la nature. Et elle m'a dit plusieurs fois, mais je n'arrive pas à comprendre. J'ai fait des centaines de kilomètres pour voir la maison. Et qu'est-ce que je vois? Le chat qui m'attendait. Et il miaule. Et alors je lui ai donné à manger, et ci et ça. Mais au départ, je pensais que c'était un accident, que c'était... Et chaque fois qu'elle vient, le chat l'attend au pied de la porte. Pas mal, hein? Alors, l'enfant loup d'Es, il fut découvert par les chasseurs. Et ce sont les loups qui l'ont élevé, qui lui ont donné à manger et autres. Mais
comme ça a été bref et qu'il était jeune, 4 ans, il a pu se réadapter à la vie humaine. Voilà. Ça a été court. Et quand les personnes sont plus ou moins jeunes, il y a une réadaptation automatiquement. L'ours de Lituanie. C'est un enfant qui avait été abandonné et près de la Baltique. Et c'est une famille d'ours qui lui ont donné le couvert et qui l'ont élevé. Il mangeait des racines, des herbes et des carcasses d'animaux. Il ne put jamais s'adapter à la vie humaine. Il y a eu un cas similaire en Hongrie. Enfant qui a été abandonné et il se nourrissait de charognes et de racines. Mais il put refaire surface. Il a appris le slovaque et l'allemand. Et il a eu, disons, une vie à peu près normale. Il faut noter qu'en Afrique, il y a assez longtemps, il y a eu des bébés qui ont été abandonnés et qui ont été adoptés par des singes. Voilà. Et ça, le cas était fréquent. Le cas d'un enfant qui a été découvert dans les forêts profondes était vraiment tout à fait assez lamentable également. Et il est mort à l'âge de 40 ans et il n'a pas été... il ne savait ni lire ni écrire. Il n'a jamais pu se réadapter. Il vivait toujours avec les animaux. Voilà. Mais a refusé de s'adapter à la vie humaine. 40 ans, il est décédé. Puis voilà. Ce qu'il faut comprendre dans l'âme animale, c'est la perception de l'âme végétale. Les arbres sont des monuments historiques d'une plus grande ampleur. Il n'y a pas de mots pour les situer dans l'âme animale et dans l'âme humaine. Car l'âme humaine est très perceptible quand il s'agit du végétal et de l'animal. Évidemment, ce sont des choses qui ne font pas non plus l'objet d'une attention particulière. Mais quand on pense, quand on réfléchit, ça ne fait qu'un tout. Le végétal, l'arbre, si l'arbre n'existe pas, l'homme ne peut pas exister. Et l'animal dépérit également. Par contre, quand on a le respect de cette création, tout vient automatiquement. Hein. Et on n'a même pas le chance de se poser des questions. Tout devient naturel, tout devient limpide, tout devient franchement d'une manière explicite, d'une fluidité tout à fait remarquable. Dans un proche avenir, une vision que l'on pourrait faire, c'est des plantations, des essences forestières, telles que le chêne, le frêne, le bouleau, le tremble, hein, et également pour les animaux qui vivent dans cette nature sauvage, des arbres fruitiers sauvages, tels que le merisier, le pommier, le prunier, tous ces éléments justement qui ont fait notre civilisation et notre fierté d'exister dans des véritables
dans des véritables notions spiritualistes et en communion directe avec cette création qui est vraiment admirable et respectable à tout point de vue. D'émettre vraiment toutes les essences forestières et tous les arbres fruitiers sauvages demanderaient beaucoup d'attention, mais ça serait, disons, refaire. On pourrait oublier beaucoup de choses dans la foulée. Et il vaut mieux se remettre à l'hommage, à la, disons, comment on pourrait dire, il y a un hommage et puis une fierté et une harmonie, tout confondu, parce que c'est la création, elle est complète, cette création. Donc, si on enlève un maillon de la chaîne à cette création, plus rien ne sera la même chose après. Et là, il faut rendre hommage au Créateur. Voilà. Parce que, et de mettre notre ego, de notre ego et de notre orgueil imbécile, hein, pour nous faire disparaître à bref ou longue échéance.